Bonsoir et bienvenue sur Cherif la télévision pour un nouveau tour d'informations d'ici et d'ailleurs. La salle Massa Makan Diabaté a abrité dimanche 27 janvier les travaux du 2e forum régional du groupement des leaders spirituels musulmans de Caille. Axé sur le thème défendre notre humanité, notre foi et notre vivre ensemble et présidé par le gouverneur de la première région, cet événement se veut un cadre de restitution des recommandations issues des journées de mobilisation d'urgence des leaders religieux et des chefs coutumiers. Nos envoyés spéciaux à Caille, Al-Hamidou Badini, Fousseni Keita et Bouya Koulibaly. C'est par la récitation du Saint-Coran qu'a débuté cette conférence du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali dans la cité des Rails. Ce cadre de restitution a mobilisé toutes les composantes de la société civile et les autorités administratives de la région. Compte tenu de leur rôle prépondérant dans la vie de la nation, les femmes ne sont pas restées en marge de ce forum qui transcende toutes les barrières religieuses, d'où la présence de la communauté chrétienne à cette cérémonie. La tenue de la présente journée à Caille est une occasion rêvée pour les musulmans de toute la région de communier. Elle symbolise l'union et la cohésion entre l'ensemble des musulmans de tous bords. Depuis la nuit des temps, malgré la diversité de religions et d'ethnies, chez nous, la cohabitation a toujours été harmonieuse entre les gens. Ce message du groupement des leaders spirituels porté par Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara est la solution à nos problèmes si il est bien appliqué. Au nom de la famille Nyank, le thème d'aujourd'hui sur cette conférence qui est défendre notre humanité, notre foi et le vivre ensemble, c'est un thème d'où le Mali a besoin. Les Ansars, toujours prêts à défendre la cause de l'islam, ont tout mis en œuvre pour la réussite de cette grande conférence du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Moi, je suis très content parce que je sais que Cherif Ousmane Madan Haïdara a rencontré beaucoup de difficultés concernant la mise en place de ce groupement de leaders. Il l'a fait pour la sortie de crise de notre pays, le Mali. Il ne l'a pas fait pour lui-même. Mais nous avons l'espoir que vraiment le Mali recouvrera la paix. Car cette idée a été comprise par tout le monde aujourd'hui au Mali, particulièrement à Caille ici. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, c'est la solution au problème que nous sommes en train de vivre à l'heure où je vous parle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois qu'il y a crise au Mali, c'est ce groupement qui se lève comme un seul homme pour alerter les autorités afin que les solutions idoines puissent être trouvées aux problèmes. Ce forum se veut surtout un cadre de restitution des recommandations issues des journées de mobilisation d'urgence tenues les 13 et 14 mai 2018 au Palais des Sports de Bamako. Ces journées, organisées par les leaders religieux du Mali, en collaboration avec les chefs coutumiers, vise surtout la restauration de la paix, la reconstitution du tissu social et l'instauration de l'unité nationale. Après Tombouctou, Mopti, Sikasso et Ségou, c'est au tour de la région de Caille d'abriter les mêmes assises pour une meilleure restitution. Nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui d'être ici à Caille chez nous pour véhiculer nos résolutions au sortir des journées de mobilisation d'urgence organisées à Bamako en mai 2018. Nous sommes animés d'un esprit très fort et nous avons un miroir qui réfléchit pour refléter en la personne de Cherif Madan Ousmane Haïdara.
Cette initiative du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, sous le leadership éclairé de son président Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, est appréciée à juste titre par les autorités administratives de la région qui y voient un grand service rendu à la communauté musulmane pour la propagation d'un islam authentique au Mali et partout dans le monde. Les plus hautes autorités du Mali sont heureuses de s'associer à cet événement, comme elles se sont attachées à accompagner les diverses actions, initiatives et démarches visant à promouvoir le mieux-être de nos concitoyens. Monsieur le Président national du groupement de leaders spirituels du Mali, notre pays, le Mali, est un pays respectueux de très grandes valeurs sociétales, où les différentes confessions religieuses se côtoient et vivent en parfaite harmonie. La région de Kayes reste solidaire à toutes les initiatives tendant à la construction nationale et œuvre pour le rassemblement des musulmans afin que notre religion soit débarrassée des difficultés qui la minent. En rappelant que le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, composé de plusieurs associations religieuses, est présent dans toutes les villes administratives du pays. Depuis sa création, il travaille inlassablement pour la compréhension de l'islam authentique qu'est le soufisme. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali s'emploie aussi à relever les défis du moment, à savoir l'insécurité, l'extrémisme violent et l'instrumentalisation religieuse. Présent à Kayes depuis le vendredi dernier pour la journée de restitution des recommandations issues des journées de mobilisation d'urgence, le guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, a saisi cette occasion pour poser la première pierre de 3 importantes infrastructures qui sont entre autres la résidence du guide, un centre de santé et une grande mosquée pour un montant global de plus de 950 millions de francs CFA, entièrement financé par la section Ansardine de Kayes. Nos envoyés spéciaux dans la cité de Raï, Amadou Kamara, Ibrahim Koulibaly, Samba Traoré et Modibo Konati. Placée sous le haut parrainage de El Hadj Aminang, cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs éminentes personnalités de la première région, ainsi que des responsables du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et de la Fédération Ansardine internationale. Cette heureuse initiative de la section Ansardine de Kayes découle de la volonté et de l'admiration inconditionnelle affichée par les responsables de la dite section à l'endroit de son éminence Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. La construction de ces différentes infrastructures permettra d'une part de soigner les couches les plus défavorisées de la localité et d'autre part loger les guides spirituels des Ansar avec toutes les commodités pouvant faciliter les pratiques religieuses des milliers de fidèles musulmans kayesiens. De première pierre d'une infrastructure sanitaire d'une valeur de 350 millions, d'une mosquée d'une valeur de 200 millions et d'une résidence pour notre guide d'une valeur de 300 millions, soit un coût total global de 950 millions de francs CFA pour les 3 infrastructures pour un délai d'exécution de 3 ans. Mesdames et messieurs, chers invités, tous ces efforts sont les fruits de l'enseignement de notre guide Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, qui nous a toujours orientés sur la voie de la citoyenneté, du patriotisme, bref, l'amour pour notre pays. Ainsi, nous prions le Tout-Puissant afin d'accorder une longue vie et meilleure à notre Seyd et sa famille pour le bien de toute l'humanité. Cette infrastructure, dont les travaux vont commencer bientôt pour être livrés dans 3 ans, comporte un bloc opératoire, une salle d'échographie, une salle d'accouchement, une salle de soins, une salle d'hospitalisation, une salle pour le médecin principal et la matrone, 2 magasins et 8 toilettes intérieures et extérieures. La résidence du guide est un R+, composé de 6 chambres avec douche intérieure de 6 couloirs, 4 toilettes extérieures, 2 salles à manger, 2 magasins et 2 terrasses avec piscine. Et c'est un projet qui est financé par le fonds propre de Ansardine Kayes. Et maintenant ce projet contient une résidence du guide spirituel Ansardine et une mosquée bien équipée et très vaste et un centre de santé pour la maternité et le dispensaire.
pour le soin de toute la population. Occasion pour les responsables de l'association Ansardine de Caille de se réjouir et de se féliciter pour être témoins de cette œuvre citoyenne à l'endroit du guide spirituel des Ansar, à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Dieu merci vraiment, nous remercions tous les Caïsiens d'avoir accueilli notre guide. Vraiment, nous sommes très contents. Nous savons que vraiment les Ansars de Caille sont déterminés. Donc nous savons que vraiment, Inch'Allah, les 3 infrastructures qu'ils ont commencé à construire, je pense qu'ils ne vont pas mettre trop de temps là. J'ai pris le bon Dieu de leur donner beaucoup de force et de courage pour que cette inauguration ne soit pas trop tardée et que nous nous réunissons ici dans peu de temps pour l'inauguration. Cette cérémonie de pose de première pierre est d'une importance inestimable pour le pays en général et pour la communauté musulmane de façon particulière. Il s'agit de la pose de la première pierre d'une infrastructure sanitaire d'une valeur de 350 millions de francs CFA, d'une mosquée d'une valeur de 200 millions de francs CFA et d'une résidence pour le guide spirituel des Ansars, son éminence à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, soit un coût global de 950 millions pour l'ensemble des 3 infrastructures. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur de la République française au Mali et le directeur de l'Agence française de développement ont signé mercredi 30 janvier 2 importantes conventions de financement des projets. La cérémonie de signature s'est déroulée dans les locaux du ministère des Affaires étrangères à Koulouba, en présence du ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration africaine et l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali. Samaïra Sanogo et Baba Keita pour le reportage. La première convention a porté sur le projet d'appui aux investissements de la diaspora malienne dans les régions d'origine phase D, Diaspora D. Ce projet vise à appuyer la mise en œuvre de la politique nationale de migration et de développement du Mali et d'accompagner les initiatives de la diaspora afin de promouvoir l'offre de services de base et la capacité d'insertion des territoires d'origine. Ces 2 conventions de financement, l'une sur la seconde phase du projet d'appui aux investissements de la diaspora malienne dans leur région d'origine, et l'autre sur l'accompagnement de la jeunesse et des collectivités territoriales dans leurs initiatives de formation et d'insertion professionnelle. Alors il a été dit très clairement que le premier projet intitulé Diaspora 2 est la suite d'une première phase qui a été très fructueuse. Je dois préciser tout de suite que ce projet est financé grâce à une délégation du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne. Et je voudrais aussi saisir cette occasion pour saluer Madame le ministre, Monsieur le ministre, effectivement, l'excellente coopération qui a présidé à la préparation de ce document, mais de l'autre document, l'excellente coopération qui a présidé entre vos équipes, l'équipe de la délégation de l'Union européenne et bien sûr l'Agence française de développement. La deuxième convention est relative au projet intitulé « Accompagnement de la jeunesse et des collectivités territoriales dans les initiatives de formation et d'insertion professionnelle ». Ce projet devra permettre le redéploiement des services d'éducation et de formation de qualité en direction de la jeunesse de la région de Mopti. L'Union européenne, à travers le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, finance la deuxième phase du projet d'appui aux investissements de la diaspora malienne dans les régions d'origine. La première phase qui est en voie de s'achever permettra à cette nouvelle étape de commencer rapidement en tirant profit et parti de l'expérience acquise par l'équipe chargée du projet, ici la cellule technique de co-développement. Cette deuxième phase permettra de renforcer les résultats avec un nouvel appel à projet pour des actions cofinancées avec les associations de la diaspora. Et il permettra également d'augmenter sa portée à travers le partenariat avec les incubateurs existants afin d'améliorer l'accompagnement des porteurs de projets issus de la diaspora. Au cours de la cérémonie, Madame le ministre a salué l'excellence des relations d'amitié et de solidarité entre le Mali et la France, d'une part, et l'Union européenne d'autre part. Elle a également rappelé que l'Union européenne et la France sont les plus grands partenaires du Mali en matière d'aide publique au développement avant d'assurer les partenaires que toutes les mesures nécessaires seront prises pour l'exécution correcte des 10 projets. Mesdames et messieurs, l'Union européenne et la France sont les plus grands partenaires du Mali en matière d'aide publique au développement. Leur contribution aux efforts consentis par notre pays pour retrouver la paix
et assurer son développement harmonieux et durable couvre des domaines aussi nombreux que variés comme l'agriculture, l'emploi, l'eau potable, l'assainissement, la santé, l'éducation, la sécurité et la décentralisation. Ce partenariat multiforme s'est traduit aujourd'hui par la signature de 2 conventions ciblant les domaines de la formation, de l'insertion professionnelle et du co-développement. Ces 2 conventions de financement d'un montant total de 5 milliards 31 millions de francs CFA contribueront à l'atteinte des objectifs pour la réduction de la pauvreté, du développement durable ainsi que la lutte contre l'immigration clandestine. Tenue ce jeudi 31 janvier de la 22e session du conseil d'administration de l'Agence pour l'emploi des jeunes. La cérémonie était présidée par le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, Amadou Koïta. C'était au Conseil national du patronat du Mali à l'ACI 2000. Amadou Diallo et Draman Malé pour le reportage. Il s'agit, au cours de la présente session, d'examiner le rapport d'exécution du budget 2018 de l'APEJ et le plan d'action 2019. Dans son discours d'ouverture, le ministre Amadou Koïta annonce une hausse de 9,37% du budget de l'agence qui passera de 12 à 13 milliards de francs CFA en 2019. Il s'agit globalement de promouvoir un développement inclusif et durable en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en se fondant sur les potentialités et les capacités de résilience en vue d'atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Comme vous le savez également, l'emploi et particulièrement celui des jeunes occupe une place de choix dans ses priorités en droite ligne de la lettre de mission adressée au Premier ministre en septembre 2018 par son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État, notamment son point 3 portant sur le développement du capital humain et l'inclusion sociale. Le quinquennat 2018-2023 est consacré à la jeunesse. Le développement du capital humain sera sous-entendu par une formation de qualité, privilégiant les filières techniques et professionnelles qui offrent plus de perspectives d'emploi pour les jeunes. Malgré le contexte difficile, l'Agence pour l'emploi des jeunes a poursuivi la mise en œuvre des différentes composantes du programme Emploi Jeunes à travers notamment des stages dans le financement de plans d'affaires des jeunes et le renforcement du dispositif d'accueil et d'information. Nous avons eu un programme que nous avons pu exécuter à 70%, qui a concerné environ 14 à 15 000 jeunes sur l'ensemble du territoire, aussi bien les jeunes urbains que les jeunes ruraux, mais aussi les jeunes de la diaspora. Pour l'année 2019 qui s'annonce, nous voulons continuer dans cette lancée en renforçant bien sûr les axes comme la haute intensité de main-d'œuvre, qui est créateur d'emplois et de ressources locales pour les jeunes. Aussi la création d'entreprises pour les jeunes, parce que le président de la République, comme vous le savez, a placé son quinquennat sous le signe de la promotion de la jeunesse. Donc il faut accompagner les jeunes dans l'auto-emploi, dans la création du maximum d'entreprises et aussi de leur accompagnement. Les réalisations de l'exercice 2018 ne doivent point cacher les contraintes auxquelles l'APEJ fait face, notamment au phénomène de l'insécurité et de la faible mobilisation de la taxe emploi jeune. Le ministre a donc invité les participants à faire des contributions et des recommandations sincères afin d'atteindre les objectifs. À présent, nous vous proposons un tour de l'actualité du reste du monde, un commentaire signé Amadou Diarra. Chez nos voisins de la Côte d'Ivoire, c'est l'indignation après la condamnation du député ivoirien Alain Lombognon à 1 an de prison pour divulgation de fausses nouvelles. Une pilule qui a du mal à passer selon les élus de la nation ivoirienne qui estiment que les autorités sont allées loin cette fois-ci et devraient reconsidérer cette décision. Le député ivoirien a été jugé dans le cadre d'un flagrant délit, ce qui l'exempte de son immunité parlementaire. Il lui est reproché d'avoir diffusé le 9 janvier dernier l'information selon laquelle le procureur de la République avait ordonné l'arrestation d'un député. Il s'agit d'un procès politique parce que c'est un bon proche de M. Guillaume Soro et il dénonce une tentative de 3e mandat du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, a-t-il estimé dans une déclaration à la presse après le procès.
À 5 mois du scrutin présidentiel en Mauritanie, des candidatures se confirment déjà. L'opposant mauritanien Biram Ould Doda Abed a annoncé mercredi son intention de se présenter à l'élection présidentielle prévue en juin prochain. Connu pour son militantisme anti-esclavagiste, ce député opposant s'était déjà présenté au scrutin de 2014. Monsieur Biram, président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, est familier des prisons mauritaniennes. Arrêté en août dernier pour menace contre un journaliste, l'activiste a été libéré le 31 décembre après avoir été condamné à 6 mois de prison dans 2 fermes. L'ancien chef d'État gambien Yaya Jammeh, en exil en Guinée équatoriale depuis sa chute en 2017, serait visé par l'opposition équato-guinéenne qui réclame son départ du pays. De larges affiches contre la présence de Yaya Jammeh ont été accrochées à Malabo par des opposants demandant qu'il rentre chez lui pour y être jugé. Le parti Convergence pour la démocratie sociale, deuxième parti d'opposition de Guinée équatoriale, ne veut pas d'un autre dictateur. Le CPDS voit d'un très mauvais œil les agissements de Teodoro Obiang Nguema qui dirige le pays d'une main de fer depuis 30 ans. On voit d'ailleurs les 2 hommes danser sur une chanson de Kofi Olomide lors du grand bal de réveillon. Toute chose qui confirme la gracieuse protection offerte par Teodoro Obiang à son ami de longue date, Yaya Jammeh. Au Soudan, les manifestations anti-Béchir ne comptent pas s'arrêter de sitôt. Les manifestations déclenchées le 19 décembre dernier par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain se sont transformées en mouvement de contestation réclamant le départ du président Béchir au pouvoir depuis un coup d'État soutenu par les islamistes en 1989. 30 personnes sont mortes depuis le début des protestations selon un bilan officiel. Des ONG évoquent toutefois plus de 40 morts. Plus de 300 professeurs et conférenciers de l'université de Khartoum ont organisé un rassemblement ce jeudi sur le campus, selon le porte-parole du groupe de manifestants. Le président Béchir a refusé de démissionner et impute les violences lors des manifestations à des conspirateurs. Et les États-Unis pour terminer. Le nord des États-Unis est confronté à un épisode météorologique historique en raison d'une vague de froid polaire venant tout droit du cercle arctique. Le thermomètre a chuté jusqu'à moins 30 degrés à Chicago, moins 37 dans le Dakota du Nord pour un ressenti pouvant aller jusqu'à moins 50. Les rivières sont complètement gelées et de nombreux services comme la distribution du courrier ou les écoles ont dû être suspendus dans plusieurs États du Midwest américain. Le trafic aérien est également perturbé. Conduire est également très difficile à cause de la faible visibilité et de l'état des routes. De nombreux accidents graves se sont produits à cause de ce froid polaire. Au moins 7 personnes ont déjà perdu la vie. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Cherfoula.